On voit effectivement que quand Haïti, c'est vrai qu'il y a eu un contingent qui était parti, slovène qui est parti à Tahiti, s'est détrompé. C'est comme tout, c'est des choses assez drôles qui arrivent. C'est quand même balèze de se retrouver à Tahiti en pensant qu'on allait aider les Haïtiens pour un État-nation souverain. Quand on voit quand même un contingent militaire, c'est assez balèze quand même, c'est arrivé, c'est pas un poisson d'avril. Effectivement, on se dit c'est bizarre, Haïti qui s'est entièrement écroulé, tout rasé, d'un seul coup les Américains investissent le lieu entièrement. Les Français qui avaient encore 2-3 petits points de contrôle, effectivement, se trouvent évincés. On découvre qu'il y a un sous-sol très riche là-bas. Alors, est-ce que c'est des hasards, des concomitances? Est-ce qu'il y a eu un projet? Moi, je ne sais pas. Donc, j'évite d'aller trop loin dans le complotisme, parce que c'est vrai, effectivement, si on peut parler du projet ARP. C'est vrai que ça existe. Il y a, quand on s'intéresse aux travaux de Nikola Tesla, on sait qu'effectivement, si on va aller très très loin dans la théorie du complot, il y a des points d'appui assez sérieux, effectivement, sur la maîtrise qu'on a, effectivement, de déclenchement à distance. Voilà, je me suis intéressé à tout ça. Je vais pas trop loin là-dedans parce que j'ai pas de visibilité, et que surtout, il faut être très prudent là-dessus parce que c'est comme ça que l'ennemi vous ridiculise sur tout le reste de votre travail. Vous voyez, après, je vous dis, on vous colle les reptiliens. C'est comme quand vous parlez des Illuminati. Les Illuminati de Bavière, ça existait. C'est une maçonnerie à un moment donné qui existe, effectivement. Elle a été identifiée, elle a été traquée, etc. Mais après, on part dans le délire Illuminati reptilien je sais pas comment il s'appelle, cet ancien footballeur là. Alors c'est poétiquement très très émouvant, j'aime bien. Mais il faut, ça plaît beaucoup aux jeunes parce que c'est assez poétique et ça, voilà, c'est comme l'ufologie, etc. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est un peu dangereux politiquement parce que c'est des choses il faut être très prudent parce que c'est comme ça qu'on discrédite tout le reste de votre boulot. Voilà. Et moi, je parle de ce que je comprends, de ce que je sais, et même Thierry Messant, des fois, qui part sur des grandes digressions et des grandes associations, des fois, il y a... Bon, lui s'exprime beaucoup plus calmement que moi, donc il y a un côté docte dans son verbe, mais si vous regardez a posteriori, parfois il se gourre. Comme Lugan se gourre, Lugan avait dit que Gbagbo allait gagner, il se trouve qu'il est en train de perdre. Tous les géopoliticiens là, qui sont très prétentieux, bon, les géopoliticiens m'emmerdent, je vois Chauprade, etc. Est-ce qu'ils avaient prévu une seule des choses qui s'est passée au Maghreb là? Tous ces experts. Ils ont rien vu venir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être un peu modeste. Moi, j'essaye de piger des trucs. En général, ce qu'on peut proposer, c'est un raisonnement à peu près cohérent, c'est-à-dire logiquement cohérent et assez fonctionnel, qui s'appuie sur des données à peu près saines. Voilà. Mais après, c'est une spéculation qui, on va dire, de plus ou moins bonne qualité. Vous voyez, c'est tout. Voilà, dans mon bouquin, je montre, par exemple, mon bouquin, par les journalistes, c'est pas un bouquin délirant, parce que quand je montre ce que c'est que la domination par les réseaux, je fais une espèce d'analyse, une sociologie assez objective, assez froide, des réseaux notamment, en comparant ce que c'est que les triades de Hong Kong, le Mnébrite, les jésuites, en termes de nombre, etc. Et je dis voilà, il y a des réseaux qui sont objectivement plus puissants que d'autres, dans un rapport de force, etc. Je pense qu'il faut, face à l'ennemi et face même à notre clientèle de gens qui veulent s'instruire, pédagogiquement, on se doit de proposer toujours un raisonnement assez modeste, très cohérent dans son articulation et avec des fondements sérieux. Voilà. Et après, on est dans la spéculation un peu poétique, on en a des choses intéressantes. Moi, ça me passionne, mais il faut faire un peu attention parce que politiquement, c'est dangereux. Parce que souvent, c'est ce qui plaît c'est comme ça qu'on attire les dingues. On tombe sur des gens psychologiquement instables, qui se mettent à vous parler des reptiliens, etc. Moi, j'en ai eu, j'ai tout eu. Donc là, je me dis, voilà. Et puis, alors, l'ennemi, il adore ça. Bon, il y a des gens qui me disent, ouais, Soral, son site, ça parle beaucoup des reptiliens, etc. Il n'y a jamais eu un mot sur les reptiliens, mais comme ça évite que les gens aillent voir. Donc, je vous dis, voilà, moi, j'ai les mêmes informations que vous, ça m'intéresse. Mais je ne peux pas dire plus que ce que je peux déduire avec mon petit cerveau. Et les gens qui prétendent qu'ils savent plus que vous, genre, j'y étais, ils n'y sont pas. Voilà, on est quand même, on bricole en se servant des outils quand même ce que j'appelle le logos, et on croise les informations. C'est le meilleur boulot qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on appelle le journaliste, c'est de prendre effectivement, de croiser les infos de gens qui n'ont pas les mêmes intérêts, c'est-à-dire d'aller voir ce que disent les Nord-Coréens par rapport à ce que disent les Sud-Coréens, ce que disent les Vénézuéliens par rapport aux Colombiens, ce que disent les Russes par rapport aux Américains, les Chinois, etc. Et d'essayer de voir par l'intersection, le croisement de tout ça, qu'est-ce qui a l'air valide et ce qui a l'air de l'ordre de la propagande, et puis après, effectivement, de combiner, comme je vous dis, les paramètres énergétiques, géopolitiques, politiques, ethniques, c'est très important. D'ailleurs, je répondais à Lugan, évidemment que le fait ethnique est déterminant, mais aujourd'hui, comme le capital est surdéterminant, le capital sait très bien s'appuyer sur les failles ethniques
pour déclencher des conflits ethniques. C'est-à-dire que aujourd'hui vous expliquez une guerre civile dans un pays d'Afrique par un conflit ethnique, mais ce que vous oubliez de dire, c'est qu'il y a des gens qui sont allés financer et armer un petit leader d'une ethnie pour qu'il fasse la guerre à une autre ethnie, pour faire péter quelque chose qui était de l'ordre de l'équilibre momentané d'un pays qui est forcément fragile, car ce n'est pas un État-nation comme la France qui remonte au baptême de Saint-Louis, mais ce sont des découpages post-coloniaux qui n'ont rien à voir avec la réalité ethnique. Voilà. Et donc c'est tenir compte du fait ethnique, mais tenir compte du fait que la banque manipule le fait ethnique pour faire péter des pays. Le fait ethnique n'a pas empêché la création de la Yougoslavie quand la banque a voulu créer la Yougoslavie, c'est-à-dire de mettre ensemble un bricolage c'est-à-dire de donner la domination à des Serbes par un Croate qui était Tito, en s'appuyant sur une résistance au nazisme, une mythologie révolutionnaire qui avait chassé le roi, qui lui était d'ailleurs aussi légitime, par une trahison des Anglais, etc., etc. Ce pays a duré, malgré un bricolage ethnique de l'après-guerre jusqu'aux années 90, et puis le jour où l'Empire a décidé que la Yougoslavie ne servait plus à rien, car la Yougoslavie servait de contre-vitrine par rapport à l'URSS, parce que Tito n'était pas aligné sur l'URSS et était entièrement financé par les banques occidentales, ils ont déclaré la cessation de paiement immédiat, et ils ont proposé la sécession à la Slovénie et à la Croatie. C'est les Allemands qui l'ont fait. Les Américains, voyant que les Allemands allaient récupérer leur glacis historique qui était la Croatie et la Slovénie, sont venus faire un contre-travail de dislocation, eux en jouant sur la Bosnie, etc. Vous voyez? Et d'un seul coup, vous pouvez expliquer par le fait ethnique l'éclatement de la Yougoslavie, mais vous ne pouvez pas expliquer par le fait ethnique le fait que la Yougoslavie était une fédération yougoslave qui a duré, malgré les antagonismes ethniques, de la mise au pouvoir de Tito à la fin de la Yougoslavie. Donc c'est pour ça que je vous dis, là c'est une démonstration un peu de ce que c'est que combiner les déterminations, c'est qu'il faut à chaque fois ne pas tomber dans le monodéterminisme. Et il n'est pas question d'opposer le déterminisme économique au déterminisme ethnique. Vous voyez, c'est comme l'homme est à la fois biologique, organique, psychologique, économique, historique, social. Et le truc, c'est d'articuler toutes ces déterminations et d'essayer de les articuler intelligemment. Ce qui est un travail de complexité, de modestie, mais qui n'est pas non plus du syncrétisme. Vous voyez. Donc, et effectivement, le principe de la spécialisation, qui est typiquement bourgeoise, c'est que nous n'avons que des spécialistes. Nous avons des psychanalystes, des économistes, des spécialistes de la question ethnique, et en général, ces spécialistes ne connaissent rien aux autres questions, et surtout se battent pour défendre leurs prérogatives. Voilà, donc c'est l'explication par la psychanalyse, ça donne Malaise dans la civilisation de Freud, qui est le livre le plus stupide pour expliquer la montée du nazisme, à mon avis. Ça explique la montée du nazisme par le nihilisme. Et puis d'un seul coup, vous avez Eustace Mullins qui l'explique par la perversité bancaire et la question sioniste, si on rajoute ça aux travaux de Douglas Reed. Et à un moment donné, le truc, c'est de lire tous ces gens-là, et de voir qu'en fait, ces choses-là se combinent relativement, mais qu'il y a du lourd et du moins lourd. Et je pense que l'explication, comment dirais-je, de la montée du nazisme en Allemagne par les contradictions économiques, la crise, le traité de Versailles, etc., c'est plus déterminant que le concept nihiliste de Freud qui s'appuie sur le totémisme. Vous voyez, là, c'est assez faiblard, voilà. Mais en même temps, on ne nie pas qu'il y a un facteur psychologique, mais il est souvent très secondaire. Et je pense que moi, c'est un peu aussi le travail que j'essaie de faire dans mes bouquins, c'est essayer d'être pluridisciplinaire et d'articuler les déterminations. Or, toute la société bourgeoise de spécialistes empêche ça. Vous avez toujours l'économiste qui vient, le psychologue, le sociologue, le psychosociologue, le religieux, et chacun se bat pour son explication monodéterministe. Voilà. Et moi, je me fais traiter d'ailleurs par certains monodéterministes comment dirais-je, d'antiracistes. Je sais pas, enfin les mecs, c'est toujours de matérialistes, de religieux, enfin à chaque fois, parce qu'en fait j'essaie de combiner toutes les déterminations, vous voyez, et à chaque fois je me fais effectivement emmerder parce que on me reproche ah oui, vous expliquez tout par la religion. Non, je dis, je ne nie pas le fait religieux, parce que toute l'histoire du monde nous montre que la religion, à un moment donné, il y a un type qui va dans une grotte, il entend Dieu lui dicter un texte, avec ce texte il fait un monde, ça s'appelle, c'est-à-dire d'un groupe de nomades dans la péninsule arabique qui fait un monde, un empire mondial qui dure quand même depuis le 7e siècle. Je veux dire, c'est un fait. Ça vaut largement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je veux dire, on ne peut pas faire comme Mélenchon et dire le type a eu des voix, c'est un dingue. Vous voyez, le fait religieux est un fait civilisationnel, social, sociologique, etc. etc. Et moi, ce que j'essaie de faire, et ce à quoi je vous invite, c'est de toujours ne pas opposer les déterminations les unes aux autres.